Bonjour et bienvenue sur LCP. Le budget est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. En décembre dernier, députés et sénateurs avaient échoué à trouver un compromis. Une loi spéciale a donc été votée pour assurer la continuité de la vie de la nation et permettre l'exécution des missions essentielles du budget de l'État. Mais cette loi ne remplace pas le budget. Elle ne permet pas de nouvelles dépenses, d'accorder par exemple les 6,7 milliards d'euros de crédits qui sont prévus pour la défense face aux nouvelles menaces. Les députés reprennent donc la discussion du budget en nouvelle lecture. Le contexte politique est tendu. On ne sait pas si ce budget pourra aller jusqu'au vote ou bien si le gouvernement va utiliser le 49.3 pour passer en force. Direction tout de suite l'hémicycle, la salle des séances. On se retrouve dans un instant. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. C'est parti. Quel succès! Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, chère Amélie de Montchalin, Monsieur le Président de la Commission des Finances, parfaitement adapté dans son calendrier, dans son heure d'arrivée, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les députés, nous nous étions quittés il y a quelques semaines sur l'échec d'une commission mixte paritaire, certains d'entre vous y étaient, sur le projet de loi de finances pour 2026 et le vote à quasi-unanimité, et merci pour ça, Mesdames et Messieurs les députés, d'une loi spéciale. Les travaux reprennent aujourd'hui en séance publique, après un examen en commission des finances la semaine dernière. Il est temps de mettre un terme au régime temporaire introduit par la loi spéciale qui pénalise notre économie, n'est pas à la mesure des bouleversements mondiaux qui se sont accélérés, vous le savez tous et toutes, au cours des derniers jours. La loi spéciale, je le rappelle rapidement, n'est pas une solution pérenne. Elle maintient l'incertitude qui pèse sur les entreprises, les ménages, les services publics, suspend les dispositifs d'aide aux ménages modestes, d'aide aux associations. Elle aggrave nos finances publiques par ailleurs, puisque vous le savez, après l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le vote du projet de loi de finances pour 2026 au Sénat et le passage du 31 décembre, nous sommes désormais dans un déficit prévu par le texte que vous examinez atteint à près de 5,4% du PIB, ce qui est évidemment, je l'ai dit, je le répète, parfaitement inacceptable. Point important, nous devons préserver la confiance des investisseurs. Nous empruntons déjà plus cher que l'Italie, que l'Espagne, que le Portugal, et nous devons lever, nous avons commencé à le faire, 310 milliards d'euros sur les marchés cette année. Nous devons corriger la trajectoire de nos finances publiques au plus vite. La situation internationale est préoccupante. La recomposition économique et géopolitique du monde s'accélère sur tous les continents. Nous ne pouvons pas continuer à regarder les trains passer. J'étais jusqu'à ce matin, jusqu'à hier soir aux États-Unis. Les autres puissances ne nous attendent pas pendant que nous délibérons. Nos partenaires se mobilisent, s'adaptent, investissent. Face aux nouvelles menaces, nos partenaires, mais aussi nos adversaires, se réarment. Tandis que l'absence du budget, vous le savez, bloque l'augmentation de 6,7 milliards d'euros de nos dépenses de défense. Nos partenaires intensifient leur soutien à l'innovation pour développer leur compétitivité, consolider leur souveraineté économique, dans un contexte où les rivalités économiques sont exacerbées par des droits de douane unilatéraux d'un côté, des subventions massives aux exportations de l'autre. Ici aussi, l'absence de budget prive nos entreprises d'un cap, d'un soutien financier non négligeable de l'État pour coordonner l'approvisionnement en minerais critiques, développer les filières stratégiques ou accompagner la décarbonation des sites industriels et maintenir ainsi la compétitivité de notre industrie dans un contexte de pression concurrentielle accrue. Enfin, nos partenaires dégagent des marges financières pour être en mesure d'affronter les prochaines crises sanitaires, climatiques ou sécuritaires en s'engageant dans la voie du désendettement. Ici encore, l'absence de budget nous paralyse. Certaines des mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre pour soutenir les agriculteurs nécessitent l'adoption d'un budget pour entrer en vigueur. Il est donc urgent que nous fassions de même, que vous fassiez de même. Dans tous ces domaines, il nous faut agir vite
pour protéger les Français et préparer l'économie de demain. Et force est de constater, de reconnaître que ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières heures ont été extrêmement utiles. Nous avons débattu, nous avons exprimé nos divergences, nous nous sommes écoutés, notre culture politique et nos pratiques ont évolué. Cette clarification de nos positions demandait du temps. Il nous a été donné, vous l'êtes donné. L'heure est désormais aux solutions. Vos efforts pour trouver un accord ont payé une première fois avec le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je suis convaincu que nous sommes de nouveau capables d'arriver à un compromis sur ce budget, sur un texte acceptable par une majorité d'entre vous, même si, évidemment, personne n'en sera totalement satisfait. Je rappelle, j'ai envie de le dire une dernière fois, le cadre budgétaire qui demeure exigeant. Le texte final doit limiter le déficit de l'ensemble des administrations publiques pour 2026 à 5% du produit intérieur brut et partager l'effort budgétaire entre les acteurs économiques. J'étais hier devant le Fonds monétaire international, j'en ai parlé avec mes partenaires européens qui étaient présents aussi à Washington. Ils font confiance à la France, ils sont convaincus que nous allons pouvoir le faire. J'en suis convaincu également, mesdames et messieurs les parlementaires, le budget est à portée de main. L'urgence est de s'accorder sur le fond. Un dernier effort est nécessaire. Je sais qu'une grande partie d'entre vous souhaite y arriver. Alors mettons-nous d'accord, réduisons les dégâts, permettons à la France d'avancer. Pour cela, nous sommes à votre service. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent Madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026, puisque la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 19 décembre dernier, s'est avérée non conclusive, et c'est donc du texte adopté par le Sénat le 15 décembre que nous repartons aujourd'hui. Par rapport au 24 octobre, où j'étais à cette tribune pour lancer la première lecture du texte, nous avons eu plusieurs centaines d'heures de débat et nous avons examiné plusieurs milliers d'amendements. Ce que nous avions promis a été tenu. Le débat a eu lieu, le Parlement a travaillé et cela se poursuit. Le pouvoir est donc au Parlement, comme il ne l'a jamais été sous la Ve République. J'entends toutefois certains, parmi les responsables politiques, nous dire que nous avons fait ces dernières semaines du surplace, que les efforts collectifs qui ont été déployés ont été inutiles, voire même qu'ils auraient été contre-productifs, que donc la situation politique et budgétaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui serait en somme pire que celle que nous connaissions mi-octobre, au moment de lancer nos débats. J'entends également certains nous dire que la méthode choisie par le Premier ministre et mise en œuvre par le gouvernement, celle de la construction patiente du compromis, article par article, pour bâtir un texte utile aux Français, n'est pas les bonnes et qu'il n'y aurait au fond d'autre issue que la censure et le blocage. À celles et ceux-là, je veux répondre très clairement. La méthode du compromis fonctionne et c'est bien à mes yeux, à nos yeux je crois, la seule qui permette dans une assemblée fragmentée de continuer à avancer. Alors oui, cette méthode est exigeante, elle prend du temps, mais elle produit également des résultats concrets pour les Français et j'en veux pour preuve l'adoption le 16 décembre dernier de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce texte est un jalon essentiel pour assurer la pérennité de notre système de protection sociale dans un contexte de vieillissement de la population. Il permet de freiner la dépense, puisque nous avons, je le rappelle, 4,6 milliards d'euros d'économies dans le PLFSS, c'est-à-dire plus que les 3 derniers PLFSS qui, eux, avaient été adoptés par des 49.3. Et ils nous permettent tout à la fois de donner 8 milliards d'euros de moyens supplémentaires à la santé au profit des plus fragiles, des malades et des soignants. Ce texte, je le rappelle, que vous avez voté, permet des avancées majeures et utiles, comme le congé de naissance pour les jeunes parents, comme le remboursement intégral des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap, comme l'investissement dans l'habitat intermédiaire et l'accompagnement des maisons de retraite, ou encore pour la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes sur les pensions de retraite. La loi spéciale du 23 décembre dernier a permis, par les responsabilités et le vote qui a été le vôtre, d'assurer la continuité de la vie de la nation et le fonctionnement minimal de nos services publics en ce début du mois de janvier. Mais soyons lucides, la loi spéciale n'est pas un budget, c'est bien un régime de service minimum et ce n'est pas un projet pour un pays. Nous ne pourrions et nous ne saurions rester durablement dans cette situation sans dommages irréversibles pour notre pays.
Au fond, les Français méritent le maximum, le meilleur, et non pas le minimum. Je le rappelle, en ce régime de services votés, il nous est impossible d'apporter une réponse durable et nouvelle à la crise agricole, car les mesures du plan de 300 millions d'euros que nous avons annoncé avec mes collègues Annie Genevard et Mathieu Lefèvre vendredi dernier ont besoin d'une traduction budgétaire. Il est également impossible de mettre en œuvre le pacte de refondation adopté au Sénat et dont la Nouvelle-Calédonie a tant besoin pour redresser son économie et que, nous le savons, les députés ont largement soutenu dans cet hémicycle. Je pense en particulier au député Metzdorf. Aucune dépense discrétionnaire nouvelle non plus ne peut avoir lieu. MaPrimeRénov' est à l'arrêt, les subventions aux associations sont gelées, les investissements locaux sont différés. Et l'incertitude économique, malheureusement, s'installe. Et si elle devait s'installer plus longuement, elle nous coûtera cher. Alors, au fond, la loi spéciale nous a permis de gagner quelques jours pour prolonger nos discussions. Il est maintenant l'heure de les faire aboutir. Et je voulais, au fond, tirer peut-être quelques conclusions de ces dizaines d'heures de débat que nous avons eues ces dernières semaines, car dans les conclusions que j'en tire, il y a des points de convergence. Il y a une convergence sur la nécessité de réduire le déficit sous 5% en 2026 par un effort équitablement partagé entre l'État, les collectivités et la sécurité sociale. Il y a une convergence sur la nécessité de protéger les contribuables et les entreprises alors que le ras-le-bol fiscal progresse avec une modération des hausses d'impôts, mais en étant toutefois très ferme sur la lutte contre la suroptimisation fiscale qui, là aussi, est un point de convergence. Il y a une convergence sur la nécessité d'apporter des réponses durables à la crise agricole, à la crise du logement, et je veux ici saluer le travail qui a été mené par des députés de tous les bancs, ou presque, sur le bailleur privé, tant dans le logement neuf collectif que dans l'ancien, mais également en trouvant un équilibre pour soutenir le logement social. Et puis j'ai vu aussi une convergence sur la volonté de renforcer la compétitivité de nos entreprises, que ce soit pour soutenir leur innovation ou leur décarbonation. Si je fais le bilan de ces débats, il me semble qu'il y a néanmoins 3 grands sujets sur lesquels nous devons encore rapprocher les positions. Le premier, c'est le financement des collectivités. C'est à mon sens celui pour lequel le travail de convergence qui est devant nous est le plus important. Et c'est pourquoi le gouvernement a appelé en priorité les articles sur ce sujet dès ce soir, puisqu'à l'approche des élections municipales, nous devons au plus vite donner aux conseils municipaux qui seront élus en mars de la visibilité sur les moyens dont ils disposeront pour commencer leur mandat. Le deuxième sujet encore ouvert, c'est celui des dépenses d'avenir, celles au profit des plus jeunes, de l'enseignement, de la recherche, de la transition écologique ou encore du logement, autant de sujets qui, on le sait, dépassent largement l'annuité budgétaire. Même en période de contrainte, il ne faut pas renoncer à l'avenir, il nous faut donc choisir et investir. Enfin, le troisième sujet sur lequel nous devons encore progresser est celui du pouvoir d'achat, pour mieux protéger les plus modestes, tout en garantissant l'équité dans l'effort, faire en sorte que le travail paye mieux. Je pense ici aux décisions que vous aurez à prendre, à la fois sur le barème de l'impôt sur le revenu, sur le soutien aux travailleurs modestes et aux étudiants, tout comme aux apprentis. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas arrivés aujourd'hui à un point d'accord qu'il n'y a pas d'accord. Cela veut dire que nous devons de nouveau mettre le travail sur le métier et avancer ensemble. Mais un danger existe, et ce n'est ni le débat, ni le désaccord. Le vrai danger, c'est le renoncement. Le danger, ce serait de préférer la censure au compromis, le chaos à la responsabilité, l'impasse au travail. Certains, manifestement, ont le goût de la destruction plus que de la construction. Certains nous disent qu'ils préféraient censurer plutôt que proposer. Faire tomber le gouvernement maintenant reviendrait à refuser le débat, à plonger le pays dans l'instabilité et à acter l'impossibilité d'avoir un budget avant les élections municipales. Ce serait prolonger le service minimum, figer l'investissement et laisser le déficit dériver. Les Français ne choisissent pas des élus pour bloquer, mais pour décider. Et je crois qu'ils ne nous demandent pas de préparer 2027 dès aujourd'hui. Ils nous demandent d'agir pour 2026, pour eux, ici et maintenant. La grande échéance démocratique viendra en 2027 et elle permettra aux Français de choisir entre des projets clairs et des projets sûrement très différents entre eux. Le budget pour 2026 ne doit pas devenir le premier tract électoral de cette présidentielle. Alors au fond, la question qui vous est posée aujourd'hui, qui est posée à chacun,
Voulons-nous que le pays avance ou voulons-nous qu'il s'enlise? Le gouvernement, lui, a fait son choix. Il continuera à tout faire pour que le compromis aboutisse, pour que la France ait un budget rapidement et pour que 2026 puisse être une année d'action et pas une année perdue. Merci d'avance pour le travail que nous ferons en ce sens. À bientôt. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Philippe Juvin, rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Pascal disait « La vérité est rarement aimable ». Et il est vrai que la vérité sur la situation de notre pays n'est guère aimable. Nous cumulons le record d'Europe des taxes et impôts et le déficit le plus abyssal de l'Union européenne. La commission mixte paritaire a échoué à se mettre d'accord sur un texte susceptible de recueillir le consentement à la fois de l'Assemblée et du Sénat, et c'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Le premier impératif, mes chers collègues, est simple. La France doit avoir un budget. Le fantasme de vivre sous l'empire de la loi spéciale pendant un an n'est ni possible, ni souhaitable. L'économie, c'est la confiance. Et jeter le doute sur notre capacité à adopter un budget, c'est saper la confiance et abîmer notre économie. Deuxième point, notre objectif collectif est simple. Un déficit sous les 5%, sinon adieu le retour aux 3% en 2029, étape indispensable pour notre désendettement. Le PLF prévoyait un déficit de 4,7% du PIB, puis sont venus successivement le PLFSS et le Sénat, qui ont chacun modifié la copie. Concernant le PLFSS, on parle de 8,7 milliards de dépenses en plus qui dégradent le solde, dont 6,6 milliards sont désormais à la charge du budget de l'État et que nous devons désormais ici assumer. Les concessions faites lors du PLFSS ont donc été très coûteuses. Et au total, ce qu'il faut retenir, c'est que nous dépassons désormais les 5,4%. Pourquoi faut-il impérativement maîtriser la dette ? Parce que les intérêts que la France doit verser à ses créanciers rognent après année ses marges de manœuvre. Une charge de la dette qui dépassera bientôt les 100 milliards viendra d'autant minorer le financement des services publics et notre capacité à correctement soigner, protéger, éduquer les Français. Et puis, nous n'aurons aucune marge de manœuvre le jour où surviendra une crise mondiale dont les causes, hélas, ne manquent pas. Une guerre, une crise de la dette privée, une bulle de l'intelligence artificielle, des tensions internationales, bref, une remontée des taux. Enfin, se désendetter, c'est retrouver l'exercice de la souveraineté. Dans une économie qui croît de 1% par an, il n'est pas durablement possible de consacrer plus de 3% du PIB au paiement de la charge de la dette publique. Les grandes nations se perdent moins par des catastrophes que par l'accumulation de négligences et de petits abandons successifs. Le budget n'est donc pas un exercice technique, c'est un acte de responsabilité historique. Claudel disait qu'avec le diable, on ne pouvait pas aller très loin, mais qu'on pouvait tomber très bas. Et bien avec le budget, c'est exactement la même chose. Sans budget, on ne peut pas aller très loin, mais on peut tomber très bas. Et Claudel ajoutait aussi, c'est intéressant, la plus grande malice du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Eh bien, encore une fois, avec le budget, c'est pareil. Il y a certains qui font croire aux Français qu'il n'y a pas de problème. Et que nous disent-ils ? Eh bien, ils nous disent que la dette, ce n'est pas grave. On ne la remboursera pas. Ils nous disent le déficit, ce n'est pas grave non plus. Et puis, rassurez-vous, disent-ils, ajoutent-ils, pour financer tout cela, il y a toujours une solution miracle. Les riches, les ultra-riches, les ultra-ultra-riches, les entreprises, c'est pareil. Bref, une sorte de caisse automatique, on appuie et ça paye toujours. Les mêmes nous disent les bénéfices taxés à 100%, l'Europe, on ne paiera pas, la DGF des communes, des départements, on ne paiera pas non plus. Vous l'avez compris, la parole donnée, les engagements internationaux, le droit européen, les règles communes, tout ça c'est très optionnel. Mais vous croyez que j'exagère ? Mais pas du tout. Ces propositions ont été formulées à l'Assemblée nationale et on l'a vu lors de l'examen en nouvelle lecture en commission des finances, qui s'est soldé samedi par le rejet d'un texte du coup devenu insincère et par bien des aspects très déraisonnables. Je vois que leurs auteurs se reconnaissent et j'en suis absolument ravi. Et puis il y a ceux qui sautillent et qui hésitent
Et je vous recommande, mes chers collègues, l'excellent ouvrage de notre collègue et ancien président de la République, François Hollande, consacré à l'histoire des idées de la gauche. Le président Hollande cite Paul Brousse. Paul Brousse, qui dit à ses camarades socialistes pour les ramener au sens des responsabilités la chose suivante, je cite Paul Brousse, « Descendez de vos hautes tours de l'utopie ». Eh bien, mes chers collègues, c'est exactement le message que je veux nous adresser mutuellement aujourd'hui, d'ailleurs pas seulement aux socialistes, à tout le monde. Descendons des hautes tours de nos utopies et ce message, il vaut pour tout le monde. Disons la vérité, mes chers collègues, fini les chansons pour endormir les petits-enfants. Si nous avons 3 200 milliards de dettes, 3 300 milliards de dettes, ce n'est pas parce que nous n'avons pas assez taxé, c'est parce que nous avons trop dépensé. Et pour placer le pays sur une trajectoire soutenable de réduction des déficits et de stabilisation de la dépense, il est indispensable de diminuer la dépense publique. L'objectif n'est évidemment pas de priver les citoyens du niveau de service légitimement attendu dans une économie avancée. Ce n'est pas ça le sujet. Mais comment ne pas se poser la question de l'efficacité de la dépense publique dans un pays où elle représente 57% du PIB contre 49,6% en moyenne dans la zone euro? Vit-on plus malheureux chez nos voisins que chez nous? Il faut, à l'évidence, mener une réflexion sur notre modèle qui s'essouffle depuis plusieurs décennies. Et cette question devra être au centre des débats qui précéderont la prochaine élection présidentielle. Mais pour le moment, l'urgence consiste à apprendre la frugalité, à éliminer toutes les dépenses qui ne sont pas strictement nécessaires, afin d'écarter l'épée de Damoclès de la dette publique. Je vous proposerai donc des mesures simples, immédiatement efficaces pour réduire la dépense. D'abord, une année blanche, l'article 36, plafonnement des ressources des opérateurs au niveau de 2025. C'est clair, c'est lisible, 1,2 milliard d'économies. Ensuite, un rabot de 2% en moyenne sur toutes les dépenses de l'État, en régalien, 6,2 milliards d'économies. Oui, un rabot. Alors je sais que certains diront, c'est pas très subtil ce que propose Juvin, là, mais ils auront raison. Mais l'expérience montre une chose, c'est ce qui fonctionne. Et j'ai longtemps cru, voyez-vous, qu'il fallait d'abord mener des réformes de structure pour faire des économies. En réalité, je me suis trompé. Ce sont les contraintes budgétaires qui forcent les structures à se réformer. Le rabot, outre ses vertus évidentes de rendement, permet la réforme de structure. Alors certains ont oublié que l'argent public n'appartenait pas à l'État, mais aux Français qui l'ont gagné et à qui on le prend. Je vous proposerai donc des amendements pour revenir sur la hausse de l'impôt sur le revenu. Certains ont oublié que les entreprises n'étaient pas des vaches à lait que l'on pouvait traire à l'envi. Arrêtons de voter des taxes et des impôts sans jamais se préoccuper de leurs effets sur l'économie réelle. Quand on surtaxe une entreprise, mes chers collègues, elle répercute toujours ses coûts, toujours, soit sur le consommateur, soit sur ses salariés, soit tout simplement en partant. Eh bien, je vous proposerai des amendements pour limiter la pression fiscale sur les entreprises et pour abolir les velléités de taxer leur trésorerie, la taxe holding, article 3, ou de remettre en cause ce qui marche et nous garantit de garder un tissu d'entreprise familiale. Je pense à l'idée déraisonnable de remettre en cause, par un simple coup de stylo, le pacte Dutreil au détour d'un amendement, ou enfin de s'immiscer, quelle drôle d'idée, dans leur gouvernance. Le Portugal, mes chers amis, la Grèce, l'Italie sont arrivés. Ils ont réduit leurs dépenses. Ils ont débureaucratisé, libéré les collectivités territoriales, les acteurs économiques et sociaux. Ils ont lutté contre les fraudes. Ils ont adopté une règle d'or. Ils ont augmenté la productivité. Nous aussi, mes chers collègues, on peut y arriver. Dépenser moins, dépenser mieux, travailler plus, simplifier, décentraliser. Mes chers collègues, la France a des atouts immenses, immenses. Il lui suffirait de peu pour redevenir le très grand pays qu'elle n'a en fait jamais cessé d'être. Mais une chose est sûre, les bonnes intentions ne suffisent pas. La France n'a plus besoin de bonnes intentions, elle a besoin d'actes. Et pour contrôler un budget, j'ose dire que c'est très simple. Soit vous augmentez les impôts, soit vous baissez les dépenses. Alors il faudra agir probablement sur les deux. Mais ne nous trompons pas, Monsieur Mattei. Les vraies marges de manœuvre,
Ils sont du côté de la dépense. Il nous faut donc un cap, une feuille de route et une stratégie. Le cap, le désendettement. La feuille de route, la baisse des dépenses. La stratégie, eh bien, il vous appartient de la fixer, Monsieur le Premier ministre. Et si demain, Monsieur le Premier ministre, vous deviez utiliser tous les moyens que vous offre la Constitution pour la mettre en œuvre, cette stratégie, soyez-en certains, vous nous trouveriez très nombreux à vos côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur du budget. La parole est à présent monsieur Éric Coquerel, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la ministre, monsieur le Premier ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, on ne dirige pas un pays par la peur, la pression ou le chantage institutionnel. Cette formule n'est pas la mienne, mais celle de Xavier Bertrand, et ma foi, j'y souscris. J'observe qu'au sein de l'exécutif, chacun essaie de se dédouaner et de faire porter à d'autres le poids des responsabilités. L'Élysée sur le gouvernement, le menaçant aujourd'hui d'ordonnances qui conduiraient automatiquement à sa censure. Le gouvernement sur l'Assemblée et des oppositions, officielles ou non, avec un chantage à la loi spéciale ou des menaces de dissolution. Tout ceci est une manière de masquer votre seule responsabilité, celle d'un exécutif minoritaire qui essaie d'imposer par tous les moyens son budget minoritaire, ce qui ne devrait pas être possible dans une réelle démocratie. Pour imposer votre mauvais budget, vous organisez un chantage dont la loi spéciale est l'instrument. Contrairement à ce que vous dites, elle peut permettre de tenir plusieurs mois. Il suffit de lire le décret du 30 décembre dernier. Les budgets de la loi spéciale sont à l'euro près les mêmes qu'en 2025. 4,21 milliards pour l'agriculture, 4,37 milliards pour l'aide publique au développement, 23,12 milliards pour le logement, 3,91 milliards pour la culture. Nous avons donc bien un budget alternatif à disposition pour quelques mois et pas seulement une roue de secours pour 3 semaines. Mais vous avez choisi de limiter par votre arrêté les crédits ouverts à 25% du niveau de 2025. Vous avez choisi d'imposer par votre circulaire la prudence et la parcimonie, je vous cite. La preuve est là, publiée au journal officiel. Vous avez choisi d'utiliser la loi spéciale pour gouverner par le chantage. Sur ma prime rénov', pas de budget, pas de guichet, dites-vous, avez-vous dit. Mais il y a bien de quoi payer. Le programme urbanisme est répliqué à l'euro près par décret, 2,51 milliards. Pour 2025, Madame Borne avait galégé sur les cartes vitales. Pour 2026, Monsieur Jeanbrun recommence sur ma prime rénov'. On attend donc avec impatience ce que vous allez pouvoir nous sortir pour les débats budgétaires pour 2027, car sauf un retour aux urnes, d'ici là, vous aurez de nouveau à utiliser la loi spéciale. Et vous faites tous ces choix. Vous organisez ce chantage, car vous savez que ce budget ne passera jamais grâce à un vote. J'avais déjà averti sur ce point en première lecture. Je recommence aujourd'hui. En sachant qu'un vote est inatteignable, vous savez qu'il vous faudra passer par le 49.3. Or, cela impose quand même que vous fassiez des concessions, même à ceux qui sont disposés à laisser passer un budget seulement modifié aux marges. Mais l'examen au Sénat puis en commission ce week-end n'a montré aucune concession. Vous ne cédez rien, ni sur les APL, ni sur la prime d'activité, ni sur les 4000 postes d'enseignants déjà vendus par François Bayrou pour éviter la censure, ni sur le fonds vert, ni sur le logement social, pourtant présenté par certains comme autant de lignes rouges. Vous menacez donc de la dissolution pour faire pression sur les oppositions. Pas de gouvernement, pas d'aide pour les agriculteurs, avez-vous dit, Madame la Ministre. Mais Madame la Ministre, ce qui empêche d'aider structurellement les agriculteurs, c'est que votre budget baisserait de 18,3% en 2 ans les moyens de l'agriculture. Vous gouvernez par le chantage et la peur, car ils sont vos dernières garanties pour tenir et mener le combat de tous les combats, celui pour lequel vous vous battrez jusqu'à être poussé dehors, faire payer moins d'impôts aux plus riches. Nous le répétons depuis longtemps et votre ancien ministre et collègue Éric Lombard vient de l'avouer dans la presse, je le cite. Parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de 0 et ne payent aucun impôt sur le revenu, ce que nous avons dit depuis longtemps. Et d'ailleurs, je viens de demander à Bercy le document sur lequel ça s'appuie. C'est le cœur de votre logique budgétaire depuis 2017. Et pour maintenir ces cadeaux, vous imposez des coupes budgétaires et des sacrifices au plus grand nombre. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'examen en deuxième lecture par la Commission. Votre texte, heureusement battu à ce stade, s'y était enfoncé dans l'inacceptable, encore engravé en commission par rapport au texte du Sénat.
Sur les recettes, tous les gains de première lecture sont remis en question. La taxe holding est réduite à rien, moins de 100 millions. La contribution exceptionnelle des grandes entreprises fait tout de même perdre 2 milliards par rapport à 2025. Par contre, vous n'avez aucun souci pour voter 433 millions de dépenses fiscales supplémentaires, aggravant encore le texte du Sénat. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, voilà qu'il nous faut à nouveau mettre l'ouvrage budgétaire sur le métier. C'est une tâche qui est difficile, très difficile si j'en juge au débat qu'il y a eu dans la Commission des finances en fin de semaine dernière. Mais c'est une tâche qui est rendue plus difficile encore par les interventions intempestives du chef de l'État, si j'en crois les dernières informations, par son intransigeance coupable. Le président est le principal responsable, en tout cas un des principaux responsables du blocage actuel. Mais voilà qu'il enjoint à présent le Premier ministre de passer en force. Eh bien moi je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, pour l'intérêt des Français et de la France, je déconseille cette méthode. Et en ce qui concerne notre groupe, nous ne cédons ni au fatalisme ni au renoncement. Nous pensons qu'il est encore possible de doter la France d'un budget qui réponde à l'urgence et aux attentes des Français en matière de pouvoir d'achat, en matière de préservation des services publics et en matière de justice fiscale. Mais pour ça, il y a un préalable déjà, c'est revoir en profondeur le texte de la droite sénatoriale, qui, en dépit de ses rodomontades paternalistes et de ses leçons de bonne gestion, a réussi le tour de force d'aggraver le déficit et de répartir les efforts de manière encore plus injuste que le texte initial. En effet, les sénateurs LR et leurs alliés ont pris un soin tout particulier à frapper toujours les mêmes, je pense aux classes populaires et aux classes moyennes, et surtout à épargner toujours les mêmes, et notamment les détenteurs du capital. Et moi, je veux en revenir quand même à cette déclaration sidérante de M. Lombard. Ben oui, parce que c'est quand même un aveu qui devrait faire la une des journaux. Vous avez M. Lombard qui dit « Les plus riches dans ce pays ne payent aucun impôt sur le revenu » et il ajoute « Notre système fiscal échoue dramatiquement à faire contribuer les plus grandes fortunes du pays. » Tout ça alors même que ces gens-là se sont enrichis considérablement dans les dernières années. Eh bien moi je crois que cet aveu, même tardif, il doit sonner comme une alerte pour notre hémicycle et pour vous toutes et tous, je pense notamment au Bloc central. Car franchement, il est comme nous en train de poser un diagnostic essentiel qui est que dans ce pays, l'injustice fiscale est criante et qu'il est temps que les plus riches contribuent vraiment à l'effort national dans ce pays. Et en conséquence, notre groupe fera des propositions qui ne visent pas à je ne sais quelle spoliation, mais simplement à introduire un peu plus d'impôts, un peu plus de justice dans l'impôt. Je pense qu'il est par exemple nécessaire et possible de revoir la fiscalité sur les holdings familiales, qui est une coquille vide après son passage en Sénat. Je crois qu'il est possible de revenir sur des dépenses fiscales très coûteuses. Je pense au pacte Dutreil qui coûte près de 6 milliards d'euros et qui n'est pas efficace. Je pense aussi qu'il est totalement possible de revenir sur la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Je rappelle d'ailleurs à cet égard que les mesures qui ont été prises en 2025 n'ont pas eu d'effet récessif, contrairement à ce que j'entends parfois. La contribution aux entreprises, c'était 8 milliards. Il n'y a pas eu de taux d'investissement qui a baissé. Il n'y a pas eu de taux de marge qui a baissé. Et donc, moi, je pense que, bien sûr, la trajectoire des finances publiques, c'est important. Mais on ne peut pas négliger non plus les politiques publiques. Et c'est là que j'ai un désaccord avec le rapporteur général, parce que je sais qu'il préconise des coups de rabot uniformes et généralisés. Bien, franchement, vous avez cité François Hollande, Pascal et je crois que c'était Claudel. Moi, je vais citer Charles de Gaulle. La politique de la France, elle ne se fait pas à la corbeille. Et la dette et le déficit à 5%, ça ne peut pas être l'horizon indépassable de nos débats budgétaires. Parce que la grandeur de la France, c'est aussi de savoir mener des politiques de solidarité et des politiques d'investissement d'avenir. Et là, concrètement, dans la copie actuelle, on les sacrifie. Je pense notamment aux missions locales, je pense à l'accompagnement des handicapés, je pense, et pour ce qui est des investissements, à France 2030. Tout ça, c'est des politiques qui ont... Déjà ?
Bientôt. Ah, bientôt. Tout ça, c'est des politiques qui correspondent au génie national qui est de combiner inlassablement la solidarité et le pari pour l'avenir et dans l'avenir. Alors moi, je vous en conjure, écoutez les oppositions qui plaident pour plus de justice fiscale, qui plaident pour des vraies mesures pour le pouvoir d'achat, qui plaident pour la préservation et le renforcement des services publics. Ça n'est comme cela qu'on répondra aux exigences et aux attentes des Français. Merci, monsieur le député. Pour le groupe de l'Union des droites pour la République, la parole est à monsieur Géraud Verny pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis le mois d'octobre dernier, que de temps perdu pour que rien ne change. Notre constat reste le même et je me permets ici de vous le répéter. Pendant ces 3 mois de débat parlementaire, j'ai pu observer ce qui ronge la France depuis des décennies. J'ai compris l'inquiétude de ceux qui ne croient plus en notre capacité à redresser nos finances publiques. Et la colère des Français contraints de choisir entre se soigner, nourrir leur famille ou payer leurs impôts. J'ai vu une gauche idéologique et radicale qui ne connaît rien au fonctionnement des entreprises, sur lequel reposent pourtant 70% des recettes de l'État et les emplois des Français. Vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas, mais vous voulez tout contrôler. La gauche persiste à vouloir taxer toujours plus, jusqu'à la moindre perspective de réussite, pour s'assurer qu'aucun ingénieur, qu'aucun entrepreneur ne puisse créer de la richesse en France. Et s'ils partent, tant pis. À cause de vous, 57% des élèves ingénieurs envisagent déjà de partir à l'étranger pour construire le monde de demain. Cette gauche-là sévit encore grâce à son appui sur ce qui reste du camp macroniste et des Républicains qui ne savent plus comment prendre part au débat. En commission, les députés de la Macronie ont reconnu eux-mêmes que ce budget est complètement déconnecté. Vous êtes coincés entre votre fidélité au président de la République et la réalité de son bilan. Car les faits sont là. 75 000 faillites d'entreprises cette année, le plus haut niveau depuis 1991. La dette publique atteint 3 480 milliards d'euros. À cause de vous, les Français devront payer 75 milliards d'euros cette année, 6 fois le budget de la justice et 3 000 euros par actif pour rembourser les intérêts de la dette auprès des créanciers souvent étrangers. Vous avez entraîné le pays dans votre chute vertigineuse. Vous avez perdu le contrôle. Au lieu d'assumer vos responsabilités, vous persistez. Aujourd'hui, vous nous proposez fièrement d'alourdir encore la charge fiscale de 17 milliards d'euros supplémentaires. Malgré tout, certains s'obstinent encore à attaquer l'alliance de l'UDR et du Rassemblement national, trop libérale pour les uns, trop sociale pour les autres. C'est un comble, car nous sommes les seuls qui ne sommes pas comptables de la situation dramatique dans laquelle se trouve la France et ses finances publiques. Le groupe UDR est fier de compter 75% des députés issus du secteur privé, dont 30% de chefs d'entreprise. Nous savons ce que signifie créer, embaucher, produire et donc enrichir la nation. Nous savons que trop d'impôts tue l'impôt, que les prélèvements étouffent la croissance et l'emploi, et que chaque euro de taxe supplémentaire se répercute toujours sur les ménages, les plus modestes et les classes moyennes. Nous nous opposerons systématiquement au poison mortel que représentent ces impôts pour notre économie. Nous défendons la baisse des impôts sur la production et sur le travail, ceux qui pèsent directement sur le pouvoir d'achat, comme les cotisations étudiantes et les impôts de succession, ces taxes sur la mort qui empêchent les Français de transmettre leur réussite et provoquent la revente des entreprises familiales à des fonds étrangers, elles qui sont pourtant essentielles à notre économie. Notre rôle n'est pas de taxer plus ceux qui performent, mais de créer l'environnement favorable pour l'émergence de nouveaux champions. Moins de taxes et moins de normes, c'est plus d'entreprises. Et plus d'entreprises en croissance, c'est plus de recettes et plus d'emplois, plus d'innovation technologique. Bref, c'est la création du monde de demain qui se fait en France. En conséquence, chers collègues, je vous exhorte à revenir à la raison, arrêter cette gabegie budgétaire et favoriser la création de richesses en France pour les Français. Telle doit être notre boussole. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.
Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à monsieur Jean-Philippe Tanguy. Madame la présidente, monsieur le Premier ministre, messieurs, madame les ministres, chers collègues, lors des élections législatives anticipées de juillet 2024, vous, les macronistes, les LR, les socialistes et tout leur faire-valoir de gauche l'avez juré haut et fort. Ce serait différent. Les partis du système que vous incarnez avaient compris enfin le message des électeurs. Et donc, pour justifier le barrage de l'accès au pouvoir du Rassemblement national et de Jordan Bardella, vous avez promis, main sur le cœur, de tous vous entendre, de tous vous rassembler au-delà des désaccords pour l'intérêt général. Bref, exactement le même baratin vendu par Emmanuel Macron en 2017 avec le succès, hélas, que l'on connaît. Une fois encore, ne vous en déplaise, chers collègues, vous avez menti et une fois encore, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, vous avez échoué. Monsieur le Premier ministre, vous avez en réalité présenté exactement à la virgule près le même budget que vous auriez présenté si vous n'aviez pas perdu les élections. Car la vérité est là. De la même manière que les socialistes et les républicains s'essuient les pieds systématiquement à la première occasion sur leur promesse électorale, vous les macronistes, vous n'avez que mépris pour le résultat des urnes. Vous vous moquez totalement de ce que les Françaises et les Français ont voté. Et vous vous moquez totalement de ce que pensent les députés de la nation et à travers nous, les contribuables. Vous n'avez de respect pour la démocratie uniquement quand elle convient et quand elle correspond aux intérêts de votre caste, de la Macronie et de votre petite carrière personnelle. Autrement, vous n'avez que faire du vote des Français. Vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas écouté et vous ne l'avez pas appliqué. La seule chose qui vous intéresse, la seule chose qui intéresse les macronistes et vos alliés, c'est de conserver une semaine de plus, un jour de plus, une nuit de plus, le pouvoir et vos sièges. C'est le seul intérêt que vous défendez ici, c'est votre intérêt personnel et parfois, quand vous vous en souvenez, l'intérêt de votre clientèle, les forces de l'argent. Vous pouvez vous cacher derrière vos airs polissés, vos pseudo-compétences, votre morgue de classe épouvantable, mais vous n'avez à la bouche que la peur, que le chantage, que les menaces. Vous tordez systématiquement l'esprit et la lettre de la Constitution pour imposer le racket fiscal, l'échec en bois et parfois même la force contre les honnêtes gens, contre les travailleurs et en particulier les agriculteurs. Vous avez, macronistes, incarné, systématisé le cauchemar que Marine Le Pen avait dénoncé avant tout le monde, le cauchemar de l'UMPS, ce parti unique que cette femme d'État, cette Française libre, avait eu le courage de dénoncer avant les autres. Marine Le Pen avait raison contre vous tous. Vous appliquez cyniquement, méthodiquement, la même feuille de route, associant le racket fiscal à l'injustice sociale, l'appauvrissement des services publics essentiels à la gabegie à tous les étages, et même la corruption d'État, la vanité absolue des faux sachants à la ruine effective, objective de la France. Vous avez promis moins de dépenses, elles explosent de 28 milliards après 14 milliards en 2025. Vous avez promis moins d'impôts, ils explosent de 19 milliards au moins après 24 milliards en 2025. Vous avez promis moins de déficit, il était déjà prévu à 4,7%, et puis 5%, et puis 5,3%, et puis pour finir 5,6%. 5,6%, vous êtes pitoyable. Vous aviez promis moins de dettes, elles progressent à chaque trimestre de 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros de dettes en plus qui seront autant d'impôts et de privations pour les Français. Alors nous sommes fiers, monsieur le Premier ministre, de faire barrage à votre incompétence, de faire barrage à votre vanité, de vouloir vous imposer, vous maintenir à tout prix au pouvoir, au sacrifice systématique de l'intérêt national. C'est d'ailleurs exactement ce que vous avez fait avec l'accord honteux sur la sécurité sociale. Toujours plus d'impôts, toujours plus de déficit et 50% de plus de déficit sur ce que vous aviez prévu. C'est ce que vous avez fait en responsabilité. En responsabilité, vous ne savez qu'appauvrir la France. Il faut donc, et nous le disons à nos compatriotes,
Au contraire, résistez. Il faut résister à votre esprit de défaite. Il faut résister à votre médiocrité systématique. Il faut résister à vos trahisons. Car chaque trahison que vous commettez ici, c'est plus d'impôts, plus de dettes contre les contribuables, contre l'intérêt. Et pire que tout, contre l'intérêt supérieur de la France. Nous sommes fiers, au Rassemblement national, à l'UDR, de nous battre pour le seul intérêt qui vaille, l'intérêt de la France. Vive Marine Le Pen, vive la France, tenez bon! Merci, monsieur le député. Pour le groupe Ensemble pour la République, la parole est à monsieur Paul Midi. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues. Nous sommes le 13 janvier et la France n'a toujours pas de budget. Chers collègues, chaque député a face à lui deux choix, celui de faire avancer le pays ou celui de le bloquer et de le maintenir dans des discussions interminables. On voit qu'aux deux extrêmes de cet hémicycle, la France insoumise et le Rassemblement national, main dans la main, font le choix de bloquer le pays depuis le début de ce processus budgétaire, le choix des motions de censure pour faire tomber les gouvernements, le choix des motions de rejet à n'en plus finir pour arrêter les débats, et donc le choix du désordre permanent. C'est la méthode des ingénieurs du chaos et des complices du mal, qui sont de plus en plus nombreux, de ceux qui font le choix de leurs intérêts partisans, là où il faut le faire, le choix de la France, des Françaises et des Français. Nous, avec le groupe Ensemble pour la République et Gabriel Attal, nous avons fait, depuis le départ, le choix de faire avancer le pays. Il faut donner un budget à la France le plus vite possible. Il faut donner un budget à la France le plus vite possible parce que c'est ce que nous demandent nos concitoyens, parce que nous connaissons le coût de l'instabilité et parce que nous avons tant d'autres sujets sur lesquels travailler. Du renforcement de notre défense, du soutien à nos agriculteurs, à nos médecins, en passant par la protection de la jeunesse sur les réseaux sociaux, sans parler de la préparation de nos prochaines échéances démocratiques. Jusqu'au bout de ce travail budgétaire, nous continuerons à soutenir la croissance par le travail. Soutenir le travail, c'est empêcher que les impôts sur les revenus des travailleurs soient augmentés. C'est empêcher que les charges sur le travail soient augmentées, en particulier sur les jeunes et sur les apprentis. C'est empêcher les augmentations de TVA pour les auto-entrepreneurs. C'est soutenir l'insertion par l'emploi et tous les dispositifs qui y concourent, des missions locales dans tous nos territoires, de la formation en commençant par la capacité à faire un bilan de ses compétences, jusqu'aux dispositifs de soutien à l'emploi, notamment les apprentis ou la prime d'activité. Soutenir le travail, c'est soutenir l'émancipation de notre jeunesse. Jusqu'au bout de ce travail budgétaire, nous continuerons à soutenir la croissance grâce à nos entreprises petites et grandes. Nous repousserons à nouveau la taxe Zuckman et toute forme de taxation des biens professionnels, comme nous avons repoussé et la taxe Zuckman Light et la taxe Zuckman à sucre ajouté et toutes les nouvelles saveurs qu'on nous a proposées encore il y a quelques jours en commission. Mais c'est comme le Cherry Coke ou le Coca à la vanille, elles sont toutes aussi indigestes et nous les repousserons donc toutes. Nous repousserons les milliards d'euros votés par le RN main dans la main avec la France insoumise sur nos entreprises. Nous soutiendrons nos PME en préservant le pacte Dutreil. Nous soutiendrons nos petits commerçants grâce au dispositif Petit Colis. Nous soutiendrons le secteur de l'immobilier avec le statut du bailleur privé. Jusqu'au bout de ce travail budgétaire, nous continuerons à soutenir la croissance grâce à la recherche et à l'innovation. Nous continuerons à soutenir nos chercheurs et nos chercheuses en respectant la loi de programmation de la recherche à 100%, à soutenir nos entrepreneurs et nos entrepreneuses qui innovent en préservant le crédit impôt recherche, en préservant le crédit impôt innovation et en préservant le dispositif Jeune Entreprise Innovante. Nous continuerons à soutenir nos industriels et nos usines du futur en préservant le plan France 2030. Jusqu'au bout de ce travail budgétaire, nous continuerons à soutenir la croissance et surtout la croissance verte en soutenant l'augmentation des moyens de la transition écologique. Faire ses choix, la création d'emplois, les apprentis, les jeunes entreprises innovantes, l'enseignement supérieur, l'insertion par le travail, la formation, les investissements d'avenir, c'est d'abord penser à notre jeunesse.
Faire le choix de soutenir la croissance, c'est faire le choix de la richesse de demain. De la richesse pour nos jeunes, c'est faire le choix de l'augmentation des salaires rendus possibles par des entreprises plus productives et une économie plus dynamique. C'est faire le choix de plus de ressources publiques pour construire un monde meilleur pour nos jeunes. Le redressement budgétaire ne peut pas se faire sur le dos de notre jeunesse. Pour soutenir ces priorités et redresser nos finances publiques, il faut retrouver des marges de manœuvre et donc faire des économies. Nous avons proposé plus de 10 milliards d'euros d'économies par la modération des dépenses, par les réformes structurelles, par la réforme de l'État. Alors, mes chers collègues, les Françaises et les Français attendent de nous que nous avancions, que nous faisions le choix d'avancer. C'est ce choix que nous ferons avec le groupe Ensemble pour la République et Gabriel Attal. Et c'est celui que nous vous invitons à faire dans les prochains jours. Merci à toutes et tous. Madame, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, de nouveau nous sommes réunis pour nous prononcer sur le budget 2026 et de nouveau nous ne sommes pas surpris par la copie qui nous est présentée. Dans sa version initiale, le projet de loi de finances était à l'image du Président de la République. Méprisant les classes populaires et les précaires, aveugle à la souffrance de la détresse des agriculteurs et ignorant de l'urgence vitale d'investir massivement dans la transition écologique. Mais pour la droite sénatoriale, vos cadeaux aux plus riches n'étaient pas suffisants et leur copie amendée vient encore plus creuser les inégalités. Les Français sont fatigués, comme une grande partie d'entre nous ici, de lire année après année le même roman de science-fiction dans lequel toujours plus d'économies seraient censées apporter une quelconque prospérité. Car c'est un mensonge et vous le savez, il n'y a qu'à regarder l'état de notre économie, de notre industrie, de notre agriculture, de nos services publics. Derrière les chiffres et les tableaux de bord, il y a des gens qui souffrent et qui meurent. Dans la rue, alors qu'il y a 100 fois plus de logements vacants que de personnes sans domicile fixe, qui meurent au travail, ce sont 1297 décès enregistrés en 2024, soit plus de 3 par jour, qui meurent dans les champs, où au moins un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Les Français sont fatigués, certainement, mais surtout révoltés par l'incohérence et l'injustice des mesures qu'on leur impose. Et je vous le redis ici, partout où vous tenterez d'imposer votre politique mortifère, vous nous trouverez sur votre chemin. En cette fin de règne, vous êtes aux abois. Et pour asseoir votre politique indigente, vous rampez au pied de l'extrême droite et tentez de légitimer la violence. Les projets et les propositions de loi s'accumulent pour aller toujours plus loin dans la limitation des libertés et la division des citoyens. Car pour fonctionner, le système capitaliste que vous engraissez a besoin de boucs émissaires. Il a besoin de créer du chaos pour exploiter les classes populaires, pour faire croire que plusieurs mondes s'affrontent. Alors que nous savons, vous et moi, que les paysans, les médecins, les policiers, les chefs de TPE-PME, les commerçants, les enseignants, les personnels de ménage, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur croyance, ont les mêmes intérêts. Un revenu convenable, un système de santé qui fonctionne, un carnet de commandes rempli, une école gratuite, une retraite décente, assez tôt pour profiter de la vie. Mais les classes dominantes que vous protégez alimentent le morcellement de la société pour créer du conflit et justifier l'escalade sécuritaire. La semaine dernière, ce sont ceux qui travaillent la terre et qui nous nourrissent, des agriculteurs et des agricultrices dont la seule revendication est de vivre de leur travail, que la police a refoulés aux portes de Paris, allant même jusqu'à placer en garde à vue leurs représentants syndicaux. Avant cela, c'était Sainte-Soline, où des manifestants ont été gravement blessés, sciemment, par des gendarmes encouragés par leur hiérarchie. Toute cette cruauté, ce cynisme est le résultat de votre politique qui est transcrite en chiffres dans ce budget. Alors encore une fois, la France insoumise s'opposera avec détermination à toutes les mesures d'austérité qui seront débattues. Le problème de la France est un problème de recettes, pas de dépenses. Nous devons faire participer chacune et chacun à la hauteur de ses moyens. En plus d'être une question d'égalité devant la loi, c'est aussi une question d'arithmétique. D'ailleurs, les calculs ne sont pas bons. Le Sénat a certes voté 6 milliards de dépenses supplémentaires, mais ne vous y trompez pas, aucune baisse de TVA qui aurait pu améliorer le pouvoir d'achat des Français, aucune hausse pour le fonds vert ou la dotation globale de fonctionnement, pourtant recette essentielle pour les collectivités territoriales qui sont en première ligne pour accompagner les plus précaires et pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais par contre, sans surprise, toujours moins de prélèvements pour les plus fortunés, en renonçant à 4 milliards d'euros pour éviter de taxer les multinationales ou en rehaussant les seuils d'imposition des grandes fortunes immobilières pour permettre aux déjà très riches de faire 600 millions d'économies.
Quelle hypocrisie et quel culot faut-il avoir pour oser de donner des leçons de responsabilité quand on refuse de demander une juste contribution aux ultra-riches, tout en augmentant la facture de gaz des ménages, en fiscalisant les longues maladies ou en privatisant la justice à grand renfort de droits de timbre prohibitifs. Ainsi, pour des raisons souvent diamétralement opposées, personne ne veut de ce budget, comme l'a montré une nouvelle fois son rejet en commission. Vos petits arrangements entre amis, vos réunions et pourparlers n'y ont manifestement rien changé. Cette situation de blocage est la conséquence directe de la confiscation du résultat des législatives de 2024. L'unique responsable, c'est le gouvernement. Nous abordons ces débats avec un immense scepticisme, mais nous ne lâcherons rien. Et nous continuerons à nous battre pour respecter le programme sur lequel nous avons été élus, pour dégager des recettes en faisant participer les plus riches de notre pays à hauteur de leurs moyens colossaux, pour relancer l'économie par la consommation populaire, pour investir massivement dans nos services publics afin qu'ils soient réellement gratuits et accessibles, et pour mettre en place une véritable planification de transition écologique. Nous continuerons à nous battre pour que tous les citoyens de ce pays puissent relever la tête et vivre dignement. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Madame Estelle Mercier. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ce projet de loi de finances que nous voyons aujourd'hui revenir en seconde lecture dans l'hémicycle, après son examen au Sénat, propose de doter la France d'un budget profondément injuste. Ce budget n'est pas juste parce qu'il fait peser le poids des efforts sur une grande partie des Français, les plus modestes ou ceux qui vivent des revenus de leur travail, tandis qu'il exonère largement les grandes fortunes, le capital et les milliardaires. Ce budget n'est pas juste parce qu'il pèse lourdement sur nos services publics essentiels, de la santé, de l'éducation, nos services publics de proximité et du quotidien. Non, ce budget n'est pas juste parce qu'il oublie largement notre jeunesse. En réduisant les moyens de l'éducation nationale ou les dispositifs d'accès à la culture, à l'expression citoyenne et au sport, il freine l'émancipation intellectuelle et sociale de nos jeunes dans les territoires ruraux ou les quartiers défavorisés. En réduisant les moyens de nos universités, les aides au logement ou le montant des bourses, il aggrave la précarité de nos étudiants et obère d'autant leur capacité de réussite. Non, ce budget n'est pas juste parce qu'il réduit aussi nos capacités d'investissement d'avenir dans le logement ou la transition écologique. Et ce sont bien les plus modestes et les générations futures qui paieront le prix de cette inconséquence. Ce budget n'est pas juste parce qu'il demande beaucoup à ceux qui ont peu et peu à ceux qui ont beaucoup. Et pourtant, Monsieur le Premier ministre, depuis le 24 octobre dernier, nous, socialistes, avons fait le choix d'entrer dans une discussion qui permettrait d'épargner aux Français les conséquences de ce funeste budget. En croyant profondément à la démocratie parlementaire et en la force du compromis, nous avons largement prouvé que nous étions capables d'être constructifs. De cette manière, depuis le 24 octobre dernier, nous avons obtenu des avancées. Dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, nous avons réussi, à force de discussions, de débats, de négociations, à préserver les classes moyennes et populaires, en suspendant la réforme des retraites, en gommant l'année blanche, préservant ainsi le pouvoir d'achat des Français, en dotant les hôpitaux de moyens supplémentaires, en évitant que les Français payent plus cher leurs médicaments. Nous avons fait notre travail de parlementaires en faisant des propositions, en présentant des alternatives crédibles. Et nous le disons ici, nous ne pouvons poursuivre la stratégie des caisses vides initiée il y a 8 ans avec la suppression de l'ISF, la flat tax, les allègements de cotisations, la suppression des impôts de production et la multiplication des niches fiscales qui a profité aux plus aisés et qui a permis une accumulation sans précédent des richesses dans les mains de quelques-uns, alors qu'en même temps, de nombreux Français ont plongé sous le seuil de pauvreté. Nous ne pouvons accepter que le rétablissement des comptes publics se fasse sans justice fiscale, que la contribution des plus aisés à la solidarité nationale, au financement de nos services publics et de notre modèle social ne soit pas la même que la plupart des ménages français,
ou que les grandes entreprises ne payent pas la même part d'impôt sur les sociétés que les plus petites. Et nous refusons par ailleurs les économies faites sur le dos des Français. Nous demandons des efforts supplémentaires pour le pouvoir d'achat des Français et des fonctionnaires avec le maintien de la prime d'activité. Nous demandons des efforts supplémentaires pour les jeunes, sur le dos desquels on ne peut pas faire d'économie, ni sur les bourses, ni sur le logement, ni sur leurs repas. Sur les investissements d'avenir en matière de transition écologique, nous demandons une augmentation du fonds vert, des ressources de l'Agence de l'eau et le plan de relance du ferroviaire. Sur l'emploi et l'économie sociale et solidaire, nous demandons les rétablissements des crédits pour les missions locales, les acteurs de l'insertion par l'activité économique et la poursuite de l'expérimentation territoire zéro non-chômeur. Enfin, pour un logement digne et abordable, nous demandons que des marges de manœuvre soient redonnées aux bailleurs sociaux et que les crédits de MaPrimeRénov' soient largement rehaussés. En ce début d'année 2026, alors que notre pays traverse une instabilité politique inédite et que les tensions internationales s'aggravent, l'heure est à la responsabilité et à la clarté. Ce budget n'est pas le nôtre. Nous, socialistes, sommes et demeurons dans l'opposition, mais nous nous battrons jusqu'au bout pour défendre nos valeurs de justice et de solidarité, pour préserver le pouvoir d'achat des Français, pour préserver nos services publics, l'avenir écologique de ce pays et surtout notre jeunesse à laquelle nous croyons plus que tout. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe de la droite républicaine, la parole est à Monsieur Nicolas Ray. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Depuis 4 mois, nous travaillons à donner à notre pays un budget juste et un budget responsable. Vous connaissez les convictions que notre groupe a portées depuis le début de ce débat autour de notre président Laurent Wauquiez. Pour les résumer simplement, il faut réduire notre déficit en baissant nos dépenses et en cessant d'augmenter les impôts. Dans un monde instable et dangereux qui nous entoure, avec la concurrence internationale de plus en plus violente, avec l'invasion des produits chinois, le redressement industriel, militaire, mais aussi et surtout budgétaire devient urgent. Or, amendement après amendement, une seule question semble occuper nos débats. Comment augmenter encore davantage la fiscalité ? Dans le contexte géopolitique actuel, comment considérer que notre pays a besoin de plus d'impôts ? Comment comprendre que face aux menaces que j'évoquais, nous pourrions nous permettre d'alourdir la pression fiscale sur nos entreprises ? Vous le savez, notre groupe a défendu une ligne claire. Nous nous opposons à toute nouvelle hausse d'impôts. Nous avons d'ailleurs obtenu de nombreuses avancées qui ont été adoptées aussi bien en première lecture qu'en seconde lecture en commission la semaine dernière. Je veux citer notamment l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu pour toutes les tranches, pour protéger le pouvoir d'achat de la France qui travaille, puisque cette non-indexation, c'est 1,9 milliard d'impôts supplémentaires. Le maintien des abattements sur les pensions de retraite pour nos retraités qui ont travaillé toute leur vie. Le maintien de la réduction d'impôts pour les frais de scolarité la suppression aurait impacté nos familles, alors qu'il faut au contraire renforcer notre politique familiale. La suppression aussi de la taxe plastique ou du durcissement du malus automobile. Notre Assemblée, Monsieur le Premier ministre, a donc refusé toutes ces hausses d'impôts parce qu'il serait irresponsable d'accroître encore les prélèvements dans un pays qui en détient le record de l'OCDE et qui a augmenté son taux de prélèvement obligatoire déjà l'an dernier de 0,8 points. Or, les amendements dits de compromis que votre gouvernement a déposés font encore beaucoup trop la part belle aux hausses d'impôts. Je pense à la surtaxe d'impôt sur les sociétés. Vous venez d'ajouter une surtaxe sur le fret maritime. Je pense à la remise en cause de la réduction d'impôt Madelin pour nos PME. L'équilibre qui se dessine entre recettes et dépenses que vous proposez ne nous convient pas et ne correspond pas surtout à ce que notre pays a besoin. La seule marge réside donc dans la recherche d'économies et dans la réduction de nos dépenses. Le rapporteur général l'a dit, l'adoption du PLFSS a aggravé notre déficit. C'est pourquoi il faut que le projet de loi de finances fasse donc un effort plus important sur nos dépenses. Je rappelle que sur la seule année passée, entre 2024 et 2025, nos dépenses publiques ont encore augmenté de 46 milliards. Notre conviction est qu'il faut vraiment
une nouvelle trajectoire de réduction de nos dépenses. Nous avons pour cela fait des propositions, et notamment notre rapporteur, avec une diminution moyenne et raisonnable de 2% des crédits sur toutes les missions hors régalien, ce qui permettrait de dégager 6,2 milliards d'économies. Mais aussi sa proposition que nous soutenons pour limiter le transfert de fiscalité à nos agences et nos opérateurs. Nous sommes d'ailleurs déçus de constater que vous ne reprenez pas ces propositions, mais au contraire, vous venez dans un amendement de rehausser le montant des taxes affectées pour l'INPI et la Société du Grand Paris, qui avait été réduit par le Sénat. Nous vous avons également proposé des principes de bonne gestion, comme le gel des recrutements au sein de la fonction publique et le non-remplacement systématique des départs en retraite. Pour rappel, rien qu'en 2023, les effectifs de l'État ont augmenté de 20 000. Pour les opérateurs, les effectifs ont augmenté de 28 000 en 7 ans. Cette trajectoire est irresponsable compte tenu de nos déficits actuels. Des mesures d'économie peuvent être prises aussi, sans démagogie, en matière d'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Cette dépense, il faut le reconnaître, a doublé en 13 ans, passant de 700 millions à 1,5 milliard. Nous attendons toujours la publication des décrets Bayrou pour encadrer de manière responsable cette AME. Nous attendons aussi la mise en œuvre des propositions du rapport Stefanini-Evin, ancien ministre socialiste, qui prévoit quand même justement d'exclure de l'AME les personnes frappées d'une mesure d'éloignement pour motif d'ordre public. Nous ne pouvons pas demander à nos concitoyens de faire des efforts et dans le même temps ne faire aucune réforme sur l'AME qui concerne des clandestins. Disons-le clairement, des divergences subsistent entre nos groupes, nous l'avons constaté en commission. Pour autant, notre devoir est de continuer à travailler pour doter la France d'un budget, mais un budget en tout cas qui arrête les hausses d'impôts et surtout qui vise à baisser réellement nos dépenses. Merci, monsieur le député. Pour le groupe écologiste et social, la parole est à monsieur Tristan Lahaye. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Il y a 3 mois déjà à cette tribune, nous vous alertions sur les impasses de votre politique budgétaire. 3 mois plus tard, non seulement rien n'a changé, mais la situation s'est aggravée. Le déficit se creuse, les acteurs économiques et les collectivités désespèrent de retrouver de la prévisibilité, les plans sociaux en entreprise et suppression d'emplois associatifs se multiplient. Et pourtant, vous persistez. Ce constat n'est d'ailleurs plus seulement celui de l'opposition, il traverse désormais votre camp. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, ça a été largement commenté depuis cet après-midi, a reconnu ce week-end que les plus riches échappent massivement à l'impôt. Un constat transmis et détaillé par les services de Bercy et qu'il n'a manifestement pas été jugé utile de partager à la représentation nationale lors de la première lecture. En décidant de ne pas recourir au 49.3, vous nous aviez fait entendre que ce budget serait possiblement le nôtre. Lors de nos débats, vous nous avez pourtant rejeté toute évolution sérieuse. La taxe Zuckman, massivement plébiscitée par les Français, vous l'avez refusée. La taxation des holdings, vous l'avez écartée. L'aide médicale d'État, vous l'avez rabotée. Les crédits jeunesse, vous les avez sacrifiés. Le budget de l'écologie, vous l'avez diminué. Plafonnement du malus CO2 et du malus poids sur les véhicules polluants, exonération de la taxe de solidarité sur les billets d'avion pour les aéroports accueillant moins de 150 000 passagers par an, suppression de la taxe sur les emballages plastiques et de l'article 2 sur l'affectation des recettes de l'énergie, ponction importante sur l'Office français de la biodiversité. Le signal est clair, la transition écologique n'est en rien traitée comme une priorité nationale par vos choix politiques qui engagent pourtant les générations futures. Cette approche creuse les inégalités et compromet durablement notre capacité à nous adapter à l'urgence climatique et à protéger les plus fragiles de ses effets. Il y a un point sur lequel on ne peut vous donner tort, ce budget n'est pas uniquement le vôtre. Il est aussi celui de messieurs Wauquiez et Retailleau. Au Sénat, les Républicains l'ont largement réécrit. Les donneurs de leçons de gestion des finances publiques et de rigueur de cet hémicycle se sont révélés dans l'autre chambre être ceux qui ont creusé davantage le déficit. Car en supprimant la contribution sur les grandes entreprises et en détricotant la taxe sur les holdings, les Républicains ont fait de leur seule bataille celle de refuser toute avancée en matière de justice fiscale. Et pourtant, monsieur le ministre, c'est à partir de cette version-là, dégradée et déséquilibrée, que vous avez souhaité nous faire légiférer. Lors des derniers mois, nous avons beaucoup parlé des recettes et de notre divergence fondamentale. Vous voulez continuer de protéger les plus aisés, nous voulons plus de justice
fiscale et sociale. Nous ne sommes pas des amoureux de l'impôt. Nous défendons des recettes pour financer notre modèle social, la transition écologique et notre protection dans un monde incertain. Cette justice se joue aussi du côté des dépenses. Et là encore, nos désaccords sont profonds. Car en vous abritant derrière le seul débat fiscal, vous évitez l'essentiel. Quelle priorité pour le pays? La situation internationale qui nous oblige à regarder lucidement la question des investissements dans notre défense nationale et dans la construction européenne, la jeunesse qui attend un véritable investissement dans l'éducation, la formation, la transition écologique évidemment qui réclame des moyens massifs et durables, pas des annonces sans crédit et des stop-and-go permanents. La santé, l'éducation, l'insertion, le logement, partout sur nos territoires, missions locales, associations, centres sociaux, collectivités tirent la sonnette d'alarme. Elles voient leurs besoins croître et leurs moyens fondre. Elles font déjà plus avec moins et vous leur demandez désormais de faire l'impossible avec encore moins. Le signal est clair, il vient de partout. Écoutez-les, écoutez-nous. Partout dans le pays monte la colère face à l'injustice, l'écœurement de ne plus pouvoir vivre dignement, la critique d'orientation aveugle et froide venue d'en haut et au mépris de la réalité des vies d'en bas et des difficultés sociales, économiques et climatiques qui frappent de plein fouet nos compatriotes. Ces sentiments légitimes, Monsieur le Premier ministre, sont la conclusion naturelle de ces 10 ans de macronisme. Nous ne vous demandons pas de simples ajustements techniques, nous exigeons, par fidélité aux urnes et donc à la démocratie, que le futur budget soit à minima celui d'inflexion politique sensible. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Les Démocrates, la parole est à monsieur Jean-Paul Mattei. Madame la présidente, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, après la première lecture à l'Assemblée nationale, l'examen au Sénat et l'échec de la commission mixte paritaire, je veux exprimer ici une profonde inquiétude, celle que nous ne parvenons pas à nous accorder sur l'essentiel, sur ce que commande l'intérêt du pays. Le monde devient chaque jour plus instable, plus dangereux. Et pour paraphraser une phrase d'un président de la République, le monde brûle en quelque sorte. Et pourtant, nous regardons trop souvent ailleurs, parfois déjà vers la prochaine échéance électorale. Or, les Français n'attendent pas demain. Ils attendent aujourd'hui que nous prenions nos responsabilités, Parlement comme gouvernement, pour doter la France d'un budget. Le travail en commission était nécessaire, mais il a été décevant. À force de posture, le dialogue s'est effacé et avec lui le sens même de notre mandat. Avec mon groupe, nous avons fait le choix d'être présents du début à la fin, dans un esprit de responsabilité. Mais le constat est là. Une copie rejetée et une trajectoire financière qui nous conduirait droit dans le mur. Les Français attendent de leurs parlementaires qui sachent dialoguer et construire des accords. C'est le cadre fixé par le gouvernement à la demande de plusieurs groupes d'opposition. Nous avons ainsi pu adopter un PLFSS qui, même s'il est imparfait, a le mérite d'exister. Concernant le PLF, nous sommes allés aussi loin que possible pour identifier des équilibres et travailler à un compromis. Nous attendons que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités pour les sceller, au moyen du 49.3 si cela est nécessaire. Avant l'ouverture de nos travaux, je souhaite donc exposer clairement les bases que mon groupe pose pour permettre ce compromis. D'abord, une trajectoire. Le gouvernement est parvenu à ramener le déficit à 5,4%. Poursuivons cet effort pour passer sous les 5. Nous aurions souhaité aller plus loin, mais le vote du PLFSS ne le permet plus. Soyons lucides, fixons un cap crédible et tenons-le. Ensuite, une méthode de redressement de nos finances publiques impose d'agir à la fois sur les dépenses et sur les recettes. Sur les dépenses, il est urgent de mettre fin à leur augmentation automatique et insuffisamment maîtrisée. Cela suppose de simplifier l'action publique, de renforcer les outils de contrôle et d'évaluation et d'avoir le courage de revoir ce qui ne fonctionne pas. Nous proposons notamment de plafonner certaines dépenses des agences et opérateurs, afin d'en réexaminer chaque année l'efficacité et d'en ajuster le périmètre si nécessaire. Sur les recettes, l'effort doit être juste et ciblé. Il ne peut peser ni sur l'activité économique, ni sur le pouvoir d'achat des Français qui travaillent. C'est pourquoi nous proposons de lutter
contre les stratégies d'optimisation fiscale agressive, prolongation de la contribution sur les hauts revenus, taxation de certains montages patrimoniaux, encadrement de dispositifs existants. L'objectif est simple, rétablir l'égalité devant l'impôt. Les Français n'accepteraient pas des efforts injustement répartis. Enfin, ce budget doit préparer l'avenir et renforcer notre souveraineté. Nous défendrons le rétablissement de la stratégie France 2030 et la poursuite de l'effort en faveur de la recherche. Nous soutenons également notre agriculture, durement frappée, afin de renforcer sa compétitivité et de l'accompagner dans ses transitions. Nous voulons enfin relancer le secteur du logement, essentiel à la vie quotidienne de nos concitoyens. Derrière la difficulté à louer ou à acheter, ce sont des projets de vie qui sont bloqués. La création d'un statut du bailleur privé et le retrait des biens loués de l'IFI sont des leviers concrets pour relancer la construction et l'emploi. Mes chers collègues, ces propositions sont des bases de dialogue. Des accords sont possibles et nécessaires parce que nous avons une responsabilité collective, répondre à l'attente des Français et donner un budget à la France. Je suis certain qu'on peut y arriver. Certes, il faudra peut-être écourter des débats qui risqueraient de nous abîmer par des désaccords exprimés dans cet hémicycle, mais je crois que nous sommes en capacité de doter notre pays d'un budget. Les Français l'attendent et nous serons là au rendez-vous. Monsieur le Premier ministre, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues. Chacun le constate, sur ce projet de loi de finances pour 2026, les discussions sont longues et les compromis difficiles. C'est ce qui nous a conduit à adopter en décembre dernier une loi spéciale, un service minimum budgétaire qui assure le fonctionnement de l'État, mais qui ne nous donne aucune visibilité pour l'avenir. Les discussions budgétaires étaient nécessaires, elles ont eu lieu en première lecture et tous les sujets ont fait l'objet de votes dans l'hémicycle. Le temps des débats est donc révolu. Vient maintenant le temps de doter la France d'un budget. Car pendant que nous tergiversons, le pays, lui, attend. Nos agriculteurs attendent et réclament des réponses rapides et concrètes à la crise qu'ils traversent. Nos armées attendent les moyens nécessaires à leur montée en puissance dans un monde toujours plus instable. Nos collectivités locales attendent de la visibilité pour aménager et préparer l'avenir de nos territoires. Et nos entreprises attendent de la stabilité pour investir, pour créer de l'emploi et pour créer de la richesse. Sans cela, nous ne pouvons financer notre modèle social. Voilà notre boussole. Mais le compromis ne peut se faire à tout prix. L'adoption du PLFSS, sur lequel nous avons alerté à maintes reprises, a coûté près de 9 milliards d'euros à notre pays. Le recours à une loi spéciale a ajouté près de 3 milliards d'euros supplémentaires. Au total, ce sont donc 12 milliards d'euros qu'il nous faut désormais trouver pour rester sous la barre des 5% de déficit. Nous défendrons la suppression de nouvelles taxes dangereuses pour la compétitivité de notre pays. Nous proposerons par exemple de supprimer l'augmentation du plafond de la taxe sur les cartes grises qui pèserait sur les Français pour qui l'utilisation de la voiture n'est pas une option mais une nécessité. Nous proposerons à nouveau la prolongation de la défiscalisation des pourboires. Et pour inciter ceux qui le peuvent à investir, pour soutenir l'offre de logement et pour que tous nos concitoyens puissent se loger, nous défendrons, avec notre collègue François Jolivet, la création d'un véritable statut du bailleur privé. Enfin, nous soutiendrons toute réduction de dépenses publiques qui n'est pas efficiente. Comme toujours, le groupe Horizon et Indépendants restera ouvert à toute proposition responsable, aussi longtemps que durera le débat. Mais, Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, chacun le sait, ce débat a en réalité déjà eu lieu. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Monsieur Charles de Courson. La France a un besoin impératif d'une loi de finances pour 3 raisons. La première raison, c'est une raison intérieure. Les acteurs économiques du pays ont besoin de stabilité et de visibilité. Les entreprises ont besoin de savoir où l'on va en matière fiscale et d'investissement public.
Les collectivités territoriales ont besoin de clarté sur les moyens, sur les dispositifs et sur les politiques publiques, y compris lorsqu'il s'agit de financements attendus comme c'est lié à la transition. Enfin, nos concitoyens ont besoin de règles lisibles et stables, y compris sur des dispositifs très concrets du quotidien, comme par exemple ma prime rénov'. La deuxième raison, ce sont les raisons extérieures. Notre crédibilité, mes chers collègues, elle est en jeu au regard de nos engagements européens. Les règles européennes fixent à 3% les déficits publics en 2029 et à 60% le niveau maximum de la dette publique. Et la nouvelle gouvernance budgétaire repose sur des trajectoires pluriannuelles avec des exigences d'ajustement lorsqu'on dépasse les 3%. Or, le texte issu du Sénat aboutit à un déficit autour de 5,3% du PIB, que vous venez d'ailleurs, Madame la Ministre, de réviser à 5,4%, c'est-à-dire le même montant que, grosso modo, 2025. À ce rythme, on ne réduit absolument pas le déficit, et même si c'était à 5,3, un dixième de point, c'est négligeable. Il faudrait 25 ans pour retrouver le 3%. Et même si l'on fixe à 5% le déficit 2026, l'effort à fournir est massif. Baisser 2 points de déficit en 3 ans, cela représente un effort de l'ordre de 0,7 points par an, soit environ 20 milliards d'euros par an sur les 3 années suivantes, 2027, 2028 et 2029. Vous voyez, mes chers collègues, que quelle que soit l'issue des élections l'année prochaine, ceux qui seront au pouvoir, ils n'auront qu'une solution, c'est de réduire le déficit d'une vingtaine de milliards par an. Et vingtaine de milliards par an, mes chers collègues, c'est plus en termes de dépenses. Car ceux qui croient qu'on peut continuer à augmenter les prélèvements obligatoires se trompent, ils aboutiront à une révolte de nos concitoyens. Et puis, il y a une troisième et dernière raison, qui est une raison institutionnelle. Mes chers collègues, si nous n'arrivons pas à adopter une loi de finances, c'est le fonctionnement même de notre démocratie parlementaire qui est fragilité, voire remise en cause. À force de ne pas décider, de reconduire, de vivre dans l'exception et dans l'incertitude, on alimente l'idée que le Parlement n'est plus en capacité de produire une décision budgétaire. Et on prépare l'avenir d'un régime autoritaire. Nous plaidons dans notre groupe pour un compromis. Les travaux en commission des finances ont montré qu'il n'y avait pas, à ce jour, de majorité sur un texte. Ce qui s'est passé en commission, mes chers collègues, avec le rejet successif de la première, puis de la seconde partie, l'a illustré sans ambiguïté. Et il n'existe pas aujourd'hui de majorité prête à porter un budget cohérent. Et si nous restons dans une logique de confrontation, de coalition de circonstances au fil des amendements, nous aboutirons mécaniquement à l'échec. Notre responsabilité collective, c'est donc de construire un compromis, pas un compromis de façade, pas une addition de mesures disparates, mais un compromis d'ensemble qui donne un budget lisible, stable et crédible. À quelles conditions peut-on arriver à un tel compromis ? Premièrement, mes chers collègues, nous ne pouvons pas bâtir un compromis en discutant uniquement amendement par amendement. Nous venons de le voir, cela produit des majorités variables, des décisions contradictoires et au final un texte incohérent. Un compromis suppose une discussion structurée sur quelques paramètres clairs. Deuxièmement, un compromis suppose que chacun fasse un pas vers l'autre. Si chaque groupe reste sur une seule et même ligne, tout se bloque et nous revivrons le même scénario jusqu'au bout. Troisièmement, le compromis doit porter sur la dépense et sur les recettes. Sur la dépense, l'effort principal doit être là, c'est le cœur du redressement. Quand des économies sont possibles, il faut les faire et nous sommes prêts à assumer des économies concrètes, y compris par exemple à hauteur d'1 milliard sur les 11 milliards de la prime d'activité, ou les exonérations de charges sociales, 73-75 milliards, à condition qu'elles soient justes, ciblées et compatibles avec l'objectif de valorisation du travail. Sur les recettes, nous refusons une hausse générale et indifférenciée des prélèvements obligatoires. En revanche, un compromis est possible sur des sujets identifiés et précisément calibrés. Le barème de l'impôt sur le revenu, en actualisant uniquement les 3 premières tranches, l'impôt sur les sociétés en sortant les ETI, la CDHR, le pacte Dutreil en sortant les biens à caractère non professionnel, et puis le statut des propriétaires bailleurs. Ce sont des leviers sur lesquels on peut trouver un équilibre si chacun accepte d'entrer
réellement dans une logique de compromis. En conclusion, c'est dans cet esprit que le groupe LIOT abordera cette nouvelle lecture, rechercher un compromis pour obtenir un budget, mais un budget sérieux, crédible et qui s'inscrit dans une trajectoire de réduction des déficits publics. Merci, monsieur le député. C'était donc le début de la discussion générale en nouvelle lecture sur le projet de loi de finances pour 2026. Le gouvernement et les différents groupes politiques se sont succédés à la tribune pour exprimer leur position sur ce budget. Discussion dans un climat électrique puisque cette semaine, 2 motions de censure ont été déposées contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, l'une par le Rassemblement national, l'autre par la France insoumise. Rendez-vous sur lcp.fr pour retrouver les points clés de ce budget décrypté par les experts parlementaires de LCP. Fin de cet épisode. À très vite sur la 8. Ciao, ciao.